Vous écoutez La Schutzstaffel, un État dans l'État, 3e partie. À quelques kilomètres de Cracovie, le camp d'Auschwitz, en Pologne. Il fait partie de ces nouveaux camps installés par les SS en zone conquise. Ce 17 juillet 1942, Himmler se rend à Auschwitz pour une opération secrète. Il vient assister à un nouveau procédé d'exécution. Avec l'introduction dans une pièce fermée de Zyklon B, un gaz qui sert pour la désinfection du camp, il assiste à la mort de 449 juifs hollandais en quelques minutes. Himmler repart du camp très satisfait. Ces SS viennent de mettre en pratique la solution finale. Le principe est arrêté depuis quelques mois. Le Führer veut trouver une solution plus radicale que les déportations pour en finir avec ceux qu'il appelle ses ennemis de race. Les massacres par balles ne vont pas assez vite. Et de nombreux tueurs restent marqués par la monstruosité de leur mission. Ce qui a été observé dans le vécu, dans l'expérience des unités mobiles de tuerie à l'Est, à partir de juin 1941, c'est que, de fait, il est très dur de tuer. Johann Chapoutot, historien. Et que le fait d'envisager face à face sa victime induit des dommages psychologiques chez les tueurs, chez les bourreaux. C'est donc à la fois par un souci d'efficacité morbide, mais aussi pour épargner les bourreaux, que l'on instaure les chambres à gaz. À Auschwitz, un deuxième camp est construit, Birkenau, qui va permettre de transformer le camp de concentration en camp d'extermination. On a imaginé ce que l'on appelle les centres de mise à mort, c'est-à-dire ces lieux où l'on fait venir, où l'on concentre une population qui doit être tuée, et tuée selon un protocole, une procédure qui épargne au maximum les bourreaux, puisque les tâches sont fractionnées. Les déportés arrivent par train entier au milieu du camp. Ils sont ensuite séparés, ceux qui seront tués tout de suite et ceux que l'on va faire travailler jusqu'à épuisement. Les nouveaux arrivants sont dépouillés de toutes leurs affaires qui sont récupérées et classées méthodiquement. Les valises, les chaussures, les lunettes. Chaque tâche est assumée par des SS différents afin de rendre le massacre plus supportable pour les assassins. Vous avez ceux qui font sortir les gens des trains, ceux qui les conduisent ensuite à la tonte et au déshabillage, ceux qui ferment les portes, ceux qui ensuite revêtent des masques à gaz pour ouvrir des trappes et verser le poison, le Zyklon B. Bref, le fractionnement des tâches permet une forme de dilution de la responsabilité qui épargne le bourreau, puisque le fait de tuer en face à face est source de malaise moral. Pendant ce temps, la vie des SS continue. À quelques encablures des chambres à gaz, des loisirs sont organisés. Himmler insiste pour que l'on prête attention au moral des troupes. Le massacre de milliers d'individus doit être un travail comme un autre. Tous les camps sont situés à l'extérieur des villes, donc ils sont bien emplacés dans la nature. Donc on peut faire des randonnées, on peut visiter sa fiancée ou recevoir des lettres, faire des photographies privées, etc., etc. Donc en fait, les SS, ils vont au cinéma, ils ont une vie, entre guillemets, plus ou moins normale pendant la guerre. Et je dirais même une vie plus ou moins confortable dans le sens qu'ils ne souffrent pas la pénurie, ils sont toujours bien nourris et bien à l'abri des bombardements. Contrairement aux autres crimes nazis, ce qui se passe dans les camps d'extermination doit rester le plus secret possible. Himmler estime que l'opinion n'est pas encore prête à comprendre, car ces détenus viennent de toute l'Europe. Tuer les juifs soviétiques à l'aide d'unités de tuerie mobile, que tout le monde voit, qui vont traîner des dizaines et des dizaines, voire des milliers, comme à Babi Yar, de juifs dans des fosses et les exécuter, tout le monde est au courant.
Mais ça, les nazis, c'est pas très grave. C'est des juifs soviétiques en territoire soviétique. Donc, très rapidement, que les informations se divulguent, c'est pas grave. En revanche, cette politique qui vise à étendre cette extermination à l'ensemble des juifs d'Europe, et donc à des juifs assimilés, à des juifs qui sont dans des positions de pouvoir dans certains pays, à des juifs français, des juifs hollandais, là, il y a un tabou de transgression beaucoup plus fort. Et on a peur des opinions publiques, y compris de l'opinion publique allemande. La SS va toujours veiller à détruire toute trace du meurtre. Donc en fait, c'est pour ça que les unités de crémation sont tellement importantes, presque aussi importantes que les unités de mise à mort dans les chambres à gaz, parce qu'une fois que les détenus sont tués, il faut tout de suite se débarrasser, donc les brûler, pour justement pas laisser des traces de ces meurtres, voire ce qu'on appelle aujourd'hui un génocide. Début 1943, la guerre est à un tournant. L'armée allemande perd la bataille de Stalingrad. Cette défaite renforce le pouvoir de la SS, qui apparaît comme un ultime recours. La branche militaire de la SS, la Waffen-SS, ne cesse de prendre de l'ampleur. Ses effectifs doublent en un an pour atteindre 1,5 million de combattants. On la présente comme un corps d'élite qui volerait au secours de l'armée régulière. Mais ses exploits sont largement surévalués. Il va de soi qu'il était extrêmement difficile de former en si peu de temps un grand nombre d'officiers compétents, a fortiori dans une institution qui n'était pas au départ militaire. David Gallo, historien. Par conséquent, les capacités militaires des troupes de la SS relèvent très largement du domaine de la propagande. Pour faciliter le recrutement, les critères de sélection dans la Waffen-SS sont abandonnés en toute discrétion les uns après les autres. Ainsi, la taille minimale de 1,74 m au début de la guerre est progressivement ramenée à 1,60 m pour certaines unités. Himmler fait aussi sauter l'autorisation parentale pour recruter de plus en plus jeunes. Même le principe de pureté raciale est affecté. C'est le cas dans la division Viking, réservée aux volontaires étrangers. Une idée d'Himmler pour trouver de nouveaux soldats. Cette Waffen-SS voyait son recrutement limité sur le territoire allemand. L'armée allemande se réservait, l'armée régulière allemande se réservait la plus grande partie de chaque classe d'âge de nouvelles recrues. Par conséquent, la SS est allée se constituer des viviers de recrutement dans l'Europe occupée par les nazis. Alors qu'au début de la guerre, la SS n'y accepte que des Scandinaves ou des Flamands, on y recrute désormais des Français, des Espagnols et des Bosniaques musulmans. Himmler fait des concessions car il a d'autres priorités. L'armée régulière, la Wehrmacht, va d'échec en échec. Elle est en train de perdre la confiance du Führer. Himmler veut en profiter. Il rêve de faire de la SS une armée complète de substitution. Juin 1944, c'est l'opération Overlord. Les Américains débarquent en Normandie. Pour l'armée allemande, ce nouveau front est une catastrophe. Himmler envoie des divisions de la Waffen-SS pour colmater les brèches. Parmi elles, certaines des plus radicales, comme la division Waffen-SS Das Reich, qui s'est déjà distinguée sur le front de l'Est. À partir du débarquement et de l'arrivée de la division Das Reich en France, vous avez des massacres de plus en plus visibles, de plus en plus violents, qui sont la transposition d'un habitus qui a été internalisé par ces troupes sur le front de l'Est et qui sont sa transposition sur le front ouest. Oradour-sur-Glane. Un village français à 20 km de Limoges. Le 10 juin 1944, des membres de la division Das Reich entourent le village. C'est une opération planifiée pour donner un coup d'arrêt au sabotage commis par la résistance.
Les habitants sont rassemblés sur la place du village. Les hommes sont répartis en petits groupes et fusillés dans des granges. Pendant ce temps, les femmes et les enfants qui ont été rassemblés dans l'église sont brûlés vifs. « 642 morts, un village rayé de la carte. Ce crime est vécu comme un symbole de la barbarie SS. Ce n'est en fait qu'une réplique des assassinats commis à l'Est. La Biélorussie, c'est 317 fois Oradour. 317 fois Oradour tous les 2 jours pendant 4 ans. Vous voyez, donc ça fait pas tellement sens de voir dans Oradour une exception. Les nazis ont pris la décision, et c'est le déterminisme racial qui commande ici, que à l'Est, les gens sont des barbares, il faut les mater, et donc mettre en place des stratégies de coercition et d'agression contre les civils tous azimuts. Ils avaient pris d'autres décisions à l'Ouest, mais à partir du moment où arrive l'opération Overlord et que la guerre se remet en place ici, les nazis vont permettre un certain nombre d'opérations ponctuelles, de massacres de civils qui ont une fonction, on va dire sémiologique, une fonction de communication qui est attention, vous bougez pas parce que sinon on fera ça tout le temps. Il y a une fonction de terreur et d'intimidation dans Oradour qui est extrêmement importante. Prise entre le front russe et le débarquement américain, l'armée allemande recule. Les généraux sentent que la fin est proche. Le 20 juillet 1944, Hitler échappe à une tentative d'attentat. Des hauts responsables de l'armée sont impliqués. Cette fois, c'est l'occasion qu'Himmler attendait. Le Führer, qui n'a plus confiance en la Wehrmacht, le nomme à la tête de l'armée de réserve. L'ancien ingénieur agronome est devenu l'homme le plus puissant du Reich après Hitler. Mais il est trop tard. En avril 1945, les Soviétiques entrent dans Berlin. Hitler se tue dans son bunker. Himmler, arrêté pendant sa fuite, se suicide en croquant une capsule de cyanure. C'est la fin de la guerre, la fin de l'Empire SS. Les horreurs du nazisme sont dévoilées au grand jour. Des milliers de SS se donnent la mort, la plupart des autres resteront enfermés dans leur logique criminelle. Ces gens-là assument totalement ce qu'ils ont fait. Coupables, disent-ils, mais coupables de quoi? Nous avons sauvé l'Europe du bolchevisme. Nous avons sauvé l'Europe de Staline. Nous avons nettoyé l'Europe de ces juifs qui voulaient miner la civilisation occidentale et européenne. Au lieu de nous traîner dans la boue et de nous faire des procès, on devrait nous ériger des statues et nous donner des médailles. Alors c'est un discours absolument délirant de notre point de vue et absolument insupportable lorsque l'on sait ce que ces gens-là ont fait, lorsque l'on sait l'atrocité et l'intensité des crimes qu'ils ont commis. Mais ces gens-là, eux, se considèrent comme des chevaliers blancs. Ils n'assumeront jamais leur culpabilité, non pas au sens où ils diraient « nous n'avons rien fait, nous sommes innocents ». Non, nous avons fait, nous avons tué, mais nous étions fondés à le faire. À l'heure des procès de Nuremberg, ce fanatisme va devenir une aubaine. Les crimes de la SS sont le parfait prétexte pour dégager de toute responsabilité le reste de l'Allemagne. Dès la fin de la guerre, de nombreux généraux s'empressent d'affirmer qu'ils ne savaient rien des camps d'extermination qui étaient sous la seule responsabilité des SS. Il a été très commode pour des administrations civiles, pour l'armée, après-guerre, de se dédouaner sur la SS en lui faisant porter la responsabilité de la totalité des crimes nazis. La SS n'est pas seule. Aujourd'hui, on sait que sur le terrain, personne n'a été exempt de crime. La Wehrmacht, la police de l'ordre, la police de sécurité, les membres de la SS, les populations locales, tous ces acteurs-là ont participé à la politique de tuerie.
L'horreur nazie ne se réduit donc pas à la SS. Il n'empêche, l'organisation en a été la pointe la plus extrême. Elle a diffusé son idéologie à l'ensemble de la société allemande. Fidèle aux vœux de son chef, Heinrich Himmler, elle a bien été une terrible avant-garde. L'avant-garde du crime, pour construire le plus barbare des États. Vous venez d'écouter La Schutzstaffel, un État dans l'État. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Schutzstaffel, un État dans l'État est un podcast coproduit par Initial Studio et Tournez s'il vous plaît, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Tournez s'il vous plaît et réalisé par Mathieu Schwartz. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Alix Martineau.